Les humains disent seulement deux choses, s'il vous plaît et merci. Les humains ne disent que cela. Seulement la façon de dire s'il vous plaît en langage chacal est suicidaire. Pensez à ça un moment. Est-ce que les humains disent autre chose que s'il vous plaît? Votre comportement ne satisfait pas mes besoins, ou quelque chose d'extérieur ne satisfait pas mes besoins. Voudriez-vous faire ceci pour satisfaire mes besoins? Nous devons apprendre à l'exprimer de la meilleure manière. Pour survivre dans ce monde, c'est vital. Nous devons apprendre à dire s'il vous plaît d'une façon où les gens apprécient de donner. Ce matin, nous avons appris à faire cela. Nous avons appris à exprimer nos sentiments, nos besoins, à faire une requête claire, à n'utiliser aucun mot qui implique une faute de la part de l'autre personne. Faites tout ce que vous pouvez pour que les autres fassent confiance que c'est une requête et non une exigence que vous exprimez. Et ceci augmente l'envie et la joie de donner de la part des autres personnes. C'est ce que nous avons vu ce matin. L'autre moitié du processus, c'est comment recevoir de la part des autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a de vivant en eux à ce moment? Et de quoi ont-ils besoin pour leur rendre la vie merveilleuse? Comment recevoir leur message sans entendre une critique ou une exigence? Entendre ce qui est vivant. Et nous devons apprendre ceci, même quand les gens disent « s'il vous plaît » d'une façon très bizarre, comme ils ont été éduqués à le faire. Savez-vous que nous parlions tous girafe jusqu'à environ 1 an? Ce que j'essaie de vous enseigner, c'est réellement votre première langue. Je vous ramène à la vie, à votre nature, votre première langue. Alors maintenant la deuxième partie. Comment répondre à un chacal qui dit « s'il vous plaît » quand le chacal exprime son « s'il vous plaît » de cette manière. Le problème avec toi, c'est que ça veut dire « s'il te plaît ». Cette personne souffre, cette personne a un besoin qui n'est pas satisfait. Et n'est-ce pas triste qu'ils ne connaissent que cette façon de demander? N'est-ce pas tragique pour cette personne? De dire « s'il te plaît » d'une façon qui garantit quasiment à coup sûr que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Ou si vous l'obtenez, ce sera motivé par la honte, la culpabilité ou la punition. Et vous payerez. Quelle tristesse d'avoir été éduqué de cette façon. Et là, ce qui est encore plus triste, c'est si la personne vous dit « s'il te plaît » de cette manière, et vous entendez une critique. Et nous obtenons une guerre. Quelqu'un en souffrance qui exprime sa demande et l'autre qui entend une critique. Laissez-moi vous dire ce que les personnes de votre exemple vous disent. Parmi tous les messages que vous avez relayés, de la façon dont vous pensez qu'ils vont répondre, voici ce que j'entends. La personne dit « Je suis en souffrance. J'ai des besoins qui ne sont pas satisfaits. » Voici ce que la personne disait dans les messages que vous avez écrits. Je souffre parce que j'ai des besoins non satisfaits. Maintenant, écoutez ça. Mettez vos oreilles de girafe et dites ceci à la personne. Qu'est-ce que tu ressens? Et essayez de deviner leurs sentiments quand ils s'expriment. Ensuite, vous dites, parce que tu as besoin, et essayez de deviner leurs besoins. Donc je vous demande de retourner au message que vous pensez que vous allez recevoir. Je veux que vous imaginiez la personne en train de vous dire ça. Avec vos oreilles de girafe, votre réaction va être la suivante. Qu'est-ce que tu ressens? Devinez le ou les sentiments. Parce que tu as besoin. Devinez le ou les besoins. Avec des oreilles de girafe, la seule chose que vous pouvez entendre, c'est les sentiments et les besoins. Il est impossible d'entendre une critique avec ceci. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé avec une communauté religieuse
Depuis 15 mois, elles avaient un conflit qui créait beaucoup de souffrance. Elles m'ont demandé de les aider à le résoudre. J'ai suggéré de commencer par l'expression des besoins de chacune. Quels besoins ne sont pas satisfaits dans cette situation? Et après le deuxième mot de la première personne qui s'est exprimée, j'ai compris pourquoi, après 15 mois, ils n'avaient pas réussi à résoudre le conflit. Et pourquoi la souffrance ne cessait d'augmenter. Est-ce que quelqu'un devine quel était ce deuxième mot? Quel était ce deuxième mot? Le premier était « je ». Je pense. Dès que j'ai entendu ce deuxième mot, j'ai compris. Remarquez que j'ai demandé quel besoin n'est pas satisfait. Et au lieu d'une réponse, j'ai eu « je pense ». Je savais qu'il y avait problème déjà. Et voici le reste du message. Je pense que si nous nous sommes engagés à vivre une vie religieuse, nous devons nous habiller d'une manière adéquate. Rappelez-vous, j'avais demandé leurs besoins. Et puis une autre sœur s'est exprimée. Elle a dit, « Sœur, je suis d'accord avec vous, mais je pense que... » 15 mois. Quelle était la question? La question était de savoir si elle devait porter l'habit traditionnel. 15 mois sans pouvoir résoudre le conflit. Cela a causé beaucoup de souffrance, la communauté était divisée. J'ai demandé de quoi avez-vous besoin? J'ai reçu des pensées. Ça m'a pris un moment pour leur apprendre à ne plus écouter les pensées, de ne plus entendre les pensées. Seulement prendre les pensées comme une ouverture, une fenêtre vers les besoins de la personne. Entendez les besoins qui sont derrière. Le monde sera différent, plus joyeux. N'entendez pas les pensées. Et puis elles ont finalement regardé à travers les mots, les pensées, pour voir les besoins. Et c'est incroyable à quelle vitesse le conflit s'est réglé. Ma compagne était avec moi à ce moment, et elle a vu le miracle qui se passait quand on voit à travers les mots. Et elle a écrit cette chanson pour voir ce qu'il y a derrière les mots. I feel so sentenced by your words. I feel so judged and sent away. Before I go, I'd like to know, is that what you meant to say? Before I rise to my defense, before I speak in hurt or fear, before I build that wall of words, tell me, did I really hear? Words are windows or they're walls. They sentence us or set us free. When I speak and when I hear, let the love light shine through me. There are things I need to say, things that mean so much to me. If my words don't make me clear, will you help me to be free? If I seem to put you down, if you felt I didn't care, try to listen through my words
to the feelings that we share. Words are windows or they're walls. They sentence us or set us free. When I speak and when I hear, let the love light shine through me. Donc avec vos oreilles de girafe, vous entendez les sentiments derrière les mots. Vous entendez les besoins derrière les mots. À chaque instant, nous éprouvons des sentiments et des besoins. Donc nous entendons la vérité, ce qui est vivant dans cette personne à ce moment-là. Et il est beaucoup mieux pour vous d'entendre ça, car vous ne vivez plus dans un monde de critique et de jugement. Vous éliminez le pouvoir que vous avez donné aux autres de vous déshumaniser. Avec des oreilles de girafe, vous ne vous inquiétez plus de la réaction que les autres vont avoir à ce que vous dites ou faites. Je n'ai plus jamais à m'inquiéter de la réponse des autres. Je dois juste m'occuper de savoir si j'ai les bonnes oreilles. Et ça, je peux le contrôler. Je ne peux pas contrôler comment les autres répondent. Si je m'inquiète de quelque chose que je ne peux pas contrôler, je deviendrai une gentille personne morte. J'aurais peur de me révéler. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire si je porte ce qu'ils disent? Si vous avez des oreilles de girafe, c'est un cadeau. Tout ce qu'ils disent, c'est « s'il te plaît ». Donc, essayons d'entendre le « s'il te plaît » derrière le message que vous avez reçu. Et dites-moi quels sentiments et besoins se cachent derrière. Je pense que ma sœur va répondre ceci. Je suis tellement en colère que je ne peux plus me contrôler. Je suis tellement en colère que je ne peux plus me contrôler. Je pensais lui dire, est-ce que tu te sens frustré parce que tu voudrais exprimer ta colère différemment? Je vous ai bien demandé de détecter le sentiment et les besoins. Et même si vous vous trompez, même si ce n'est pas juste, remarquez ce qu'il se passe. Même si vous avez tort, vous montrez quelque chose de très important, que vous accordez une grande valeur à ce qui est vivant dans l'autre personne, que vous prenez le temps pour essayer de vous connecter à ce qui est vivant dans l'autre. Et quand l'autre a confiance que c'est bien ce qui vous intéresse, déjà là, la solution se met en place. Ce qui rend difficile l'apparition de la solution, c'est quand l'un pense que l'autre n'est intéressé que par la victoire. Ils sont juste là pour me montrer que je ne devrais pas faire ce que je fais. Juste en faisant une pause et en essayant de voir ce qui est vivant dans l'autre personne, vous montrez quelque chose qui a une valeur très importante. Par rapport à mon fils, est-ce que tu te sens en détresse et confus parce que tu as besoin d'aide? Oui, c'est ça l'idée, encore une fois. Même si vous n'êtes pas juste, ça attire l'attention sur les besoins de l'autre. Cela donne une chance à l'autre de vous corriger. C'est bien mieux de se tromper à essayer de deviner des besoins que d'écouter ce qu'il pense. Vous allez vivre dans un monde bien plus merveilleux si vous écoutez les besoins que celui dans lequel vous écoutez leurs pensées. J'ai besoin d'aide pour exprimer les besoins et les sentiments derrière la réponse que j'ai eue. Il s'agit du genre de réponse dont vous parliez ce matin, quand vous faites une requête et que l'autre personne vous dit « Oui, oui, je vais le faire ». Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vais vous dire ce que j'ai écrit. Est-ce que tu ressens de la souffrance parce que tu voudrais un peu de reconnaissance pour le travail que tu as fait? Oui, j'aime bien ça. J'ai l'impression qu'il y a une très grande distance depuis sa réponse « je vais le faire » à ma question que je viens de poser. Vous êtes en train d'essayer de deviner ce qui se passe derrière. C'est une des deux façons girafe de faire les choses. L'autre façon est de dire « c'est des conneries » en girafe. Comment dire que l'autre raconte des conneries en girafe? Je ne me sens pas à l'aise avec ton « oui » à ma requête.
J'aimerais vraiment faire confiance à ce oui, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que tu pourrais prendre un moment pour réfléchir et me dire si vraiment ma demande satisfait tes besoins? C'est peut-être comme ça que je pourrais deviner si le oui est vrai. C'est comme ça que je dirais en girafe, ne me raconte pas de conneries. Les girafes ne sont pas gentilles. Une grande partie de la violence sur la planète est créée par les personnes gentilles. Ne confondez pas la non-violence avec la gentillesse. Est-ce que tu te sens abandonné? Ce n'est pas un sentiment, mais une pensée. N'encouragez pas le chacal à penser de cette façon. Est-ce que tu te sens effrayé? Là, on est bon, car tu as besoin de confiance. Là, on est bon, dans le fait que je ne vais pas disparaître, dans le fait que tes besoins seront satisfaits. N'intervenez pas dans ces besoins. Elle peut vivre sans vous. Chacun de ces besoins peut être satisfait sans vous. Comment est-ce que je peux satisfaire tes besoins? Ça, c'est une question chacal. Si elle est maligne, elle choisira le 5e amendement, c'est-à-dire refuser de répondre à une question dans laquelle elle pourrait être incriminée. Il s'agit de la réponse de ma fille. Elle me disait, « Tu parles comme si tu avais appris une leçon dans un livre. Tu as l'air de réciter une leçon. » Je lui dis, « Est-ce que tu te sens effrayé, à l'écart, aliéné, et tu as besoin qu'on te réponde d'une manière sincère avec le cœur? » « Oui, mais tu continues de réciter ta leçon. » Tant que le chacal ne comprend pas réellement que vous vous intéressez à lui et qu'il ne vous fait pas confiance, vous pouvez faire la même chose que ce que vous faites, mais silencieusement. Ne croyez pas que vous devez le faire à voix haute pour que ce soit efficace. Cela peut être très fort, même sans un mot. Tant que notre attention est focalisée sur le cœur du chacal, ici. Vous avez entendu son cœur, mais vous l'avez peut-être mal traduit en mots et en intonation, en intention. Avec les oreilles de girafe, c'est tout ce que vous entendez, le cœur du chacal. Vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute. Mais vous allez montrer que votre attention est dans le cœur avec vos yeux. Parce que quand nous écoutons le cœur d'une personne, nos yeux ne sont pas les mêmes que lorsque nous entendons une critique. Ou quand nous faisons une critique. Nos yeux s'expriment, ainsi que notre visage, notre corps. Maintenant, l'avantage de le dire à voix haute, c'est que l'autre personne peut nous corriger. Et même si ce n'est pas à voix haute, nous vivons dans un monde totalement différent quand nous sommes connectés au cœur de l'autre personne et que nous n'entendons pas les critiques. La question que j'aurais demandée est celle-ci. J'aimerais que tu me demandes de l'aide si jamais tu en avais besoin. Et la personne répond, « J'ai peur de devenir un fardeau. » C'est presque une réponse de girafe. Alors comment répondre à cette personne? En langage chacal, vous allez dire « Non, tu ne seras pas un fardeau. » Si vous parlez chacal, vous allez essayer de rassurer. Le chacal essaie de trouver une réponse rapide à la souffrance de l'autre personne. Ils essaient d'améliorer la situation, de rassurer. Ils ne peuvent pas supporter la douleur de l'autre. Ils veulent se débarrasser de la souffrance. Dans un livre d'Harold Kushner, « Quand les gens bien rencontrent des problèmes », il y parle d'une période tragique pour lui quand son fils est en train de mourir. Il dit, ce qui rendait les choses plus difficiles encore, c'est quand les gens que j'appréciais me donnaient des conseils pour que j'aille mieux. Ça me rendait plus malheureux. Mais le pire, c'est que j'ai dit exactement les mêmes choses aux autres pendant 20 ans dans mon rôle de rabbin. Les gens ont l'habitude d'essayer de trouver une solution pour arranger les choses. Nous ne voulons pas faire ça, c'est un message important à retenir. Dans notre exemple,
j'ai peur de devenir un fardeau. Quels sont les besoins et les sentiments de cette personne? Est-ce que tu te sens effrayé? Nous le savons, ça, le sentiment a déjà été déterminé. Pourquoi cette personne a peur? Tu n'as pas confiance dans mon aide? Il faut mettre cela sous forme de besoin. Est-ce que tu as besoin de confiance? Que je serai là pour t'aider? Non. J'ai besoin de confiance. Je veux être sûr que si tu es là pour m'aider, tu le fais parce que tu as envie. Elle veut être sûre que si vous donnez d'une pleine volonté et non d'un manque de volonté. Et si jamais nous n'avons pas envie à 100%, ne le faites pas. Je vous suggérerais d'écouter les conseils de Joseph Campbell, qui a étudié les principaux mythes et religions du monde. Il dit, il y a une sagesse présente dans toutes les religions, c'est celle-ci. Ne faites rien qui ne soit pas du jeu. Et ça sera du jeu si vous satisfaisez vos besoins. La bonne manière est de... Oh, stop, stop, vous venez de faire tomber vos oreilles de girafe. Remettez vos oreilles, parce que la seule bonne manière, ça n'existe pas. Le mot correct ou bon n'existe plus. Ne plus entendre quelqu'un qui vous dit la bonne manière, c'est d'eux. Ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour eux, c'est toxique. Entendez seulement les sentiments et les besoins. Mince, je te l'ai dit 30 fois, mais tu n'écoutes pas. Mon Dieu, ne vois-tu pas? Tu n'écoutes pas. Pardon? J'écoute, moi. Non, tu n'écoutes pas. Si tu écoutais, tu ne dirais pas « j'écoute ». Tu viens de prouver que tu n'écoutes pas. C'est marrant comme le chacal revient toujours. Oui. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent et quel est son besoin? Laissez-moi vous aider. Vous voulez que je vous aide avec celui-ci? Laissez-moi mettre mes oreilles de girafe. Chacal, est-ce que c'est frustrant d'avoir un certain sens de l'ordre, que tu voudrais que cet ordre soit respecté dans la maison? Ce n'est pas la seule chose, c'est une partie, mais je lui ai dit des centaines de fois. Tu te sens blessé, tu as besoin de reconnaissance, de considération? Oui, c'est comme s'il n'en avait rien à faire. Ce qui te fait le plus souffrir, c'est que ton besoin d'ordre n'est pas reconnu. Comment vous vous sentez quand vous entendez le chacal dire ça? Je me sens comme si je ne... Ah non, ce n'est pas un sentiment. Je suis content que vous l'ayez vu. Je me sens un peu perdu. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à identifier le besoin qui est exprimé. Donc vous aimeriez vraiment entendre ce besoin quand il est exprimé? Oui, tout à fait. Eh bien, tu n'en as pas l'air. Oh, doucement, doucement, chacal. Cela ne va pas faciliter les choses, chacal. Doucement. Est-ce douloureux, chacal, parce que tu n'arrives pas à faire confiance à ce qu'il vient de dire? Oui, c'est exact. Je lui ai dit des centaines de fois. Donc c'est bien un problème de considération pour toi. Oui. J'ai l'impression que ce n'est pas tellement le lit ou la vaisselle, mais c'est quelque chose d'autre. Je suis en train de te dire ce que c'est. C'est le sentiment général que j'ai que mes besoins ne t'intéressent pas.
Comment vous sentez-vous quand le chacal vous dit cela? Toujours perdu. Qu'est-ce qui vous rend confus? Je ne sais pas quelle réponse apporter à ses besoins. Elle a juste besoin d'empathie pour savoir que ses besoins ont de l'importance. Vous pouvez dire, est-ce que tu souffres parce que tu as besoin de reconnaissance, de savoir que tes besoins ont de l'importance? Oui, oui, j'ai l'impression de répéter la même chose depuis des années et tu n'écoutes pas. Ce qui me vient, c'est que je me sens triste maintenant parce que je n'ai pas réussi à satisfaire tes besoins. Retenez votre tristesse. Elle a besoin de plus d'empathie pour l'instant. Ceci arrive très souvent. Nous revenons trop rapidement à nos propres sentiments. Avec mon aide, nous venons seulement de commencer. Elle a besoin encore d'empathie parce qu'elle souffre. Il y a encore beaucoup de souffrance en elle. Elle a besoin d'empathie avant de pouvoir entendre votre tristesse. Vous n'êtes pas sûr que vos besoins ont de l'importance. C'est ce qui vous fait souffrir, n'est-ce pas? Mes besoins n'ont jamais été pris en considération, ni dans ma famille, ni dans mon couple. Et cela est très douloureux parce que ça fait très longtemps que ça dure. Je fais tout ce que je peux. Je lui répète encore et encore. Rien ne change. Vous faites tout ce que vous pouvez pour satisfaire vos besoins en vain. Vous voyez, ça n'a pas été facile pour moi de donner de l'empathie à ce chacal. Je meurs d'envie de l'éduquer. À chaque fois, il me prend l'envie de lui dire quelque chose pour changer. J'ai dû faire une pause, prendre une respiration et me rappeler que l'empathie vient avant l'éducation. Là, ce n'est pas le moment de l'éduquer. La façon dont vous exprimez vos besoins va être très dure à entendre. À moins que la personne ait des super pouvoirs de girafe, elle n'entendra pas vos sentiments et besoins. Mais est-ce qu'on ne doit pas essayer de trouver une solution à la situation? Oui, oui, mais la solution viendra et nous trouvera quand la connexion empathique sera là. Je fais parfois des ateliers avec uniquement des couples mariés, les partenaires d'une relation amoureuse plus généralement. Nous prenons le couple qui a le conflit non résolu depuis le plus longtemps. Et je fais une prédiction. Et ma prédiction a été vérifiée dans à peu près 75% des cas. Je prédis que nous allons résoudre le conflit en moins de 20 minutes. En moins de 20 minutes, à partir du moment où chaque partie est capable de me décrire les besoins de l'autre. Une fois, nous avons eu un couple qui était marié depuis 39 ans. Ils avaient un conflit qui durait depuis 39 ans. La femme me dit, « Vous savez, Marshall, nous n'allons pas résoudre ça en 20 minutes, c'est impossible. Nous avons un bon mariage, nous communiquons bien, mais il y a certaines choses où nous sommes juste deux personnes différentes. Laissez-moi préciser une chose. Je n'ai pas dit que j'allais résoudre le conflit en moins de 20 minutes. J'ai dit que nous allons le résoudre en 20 minutes à partir du moment où chaque partie est capable de me dire les besoins de l'autre. Vous savez, Marshall, quand vous êtes marié depuis 39 ans, que vous parlez de ce problème presque tous les jours, nous nous comprenons. C'est juste que pour certaines choses, nous sommes deux personnes différentes. Je leur dis, vous savez, je me suis déjà trompé dans le passé, je peux me tromper cette fois-ci, essayons. Premièrement, dites-moi quels sont ses besoins dans cette situation. Il ne veut pas que je dépense un centime. Il répond immédiatement. C'est ridicule. 39 ans de communication. Premièrement, ne veut pas que je dépense un centime n'est pas un besoin.
Les stratégies et les besoins doivent être bien différenciés. Ils ont communiqué sur le montant des dépenses de chacun. Mais le problème principal repose sur qui possède le chéquier. Le mari est celui qui contrôle les dépenses. C'était ça le problème. Et je ne veux pas que le couple parle de stratégie ou de solution avant que la connexion ne soit là. Quand la connexion est là, la plupart du temps, le conflit se résout par lui-même. Je lui ai dit que ce n'était pas un besoin et que la réponse de son mari nous le confirmait. Elle me dit, « Ok, Marshall, je vais vous dire quels sont ses besoins. Il est comme son père. Il a cette mentalité dépressive quand il s'agit de parler d'argent. » Ok, stop. Ok, maintenant j'entends de la psychanalyse chacale. Et si on part là-dedans, ça va nous prendre encore 39 ans. Je ne demande pas une analyse psychologique, je demande quels sont ses besoins. Elle ne savait pas. Après 39 ans, elle n'avait aucune conscience des besoins de son mari. J'ai dit au mari, « Votre épouse ne connaît pas vos besoins. Pouvez-vous lui dire ?» Marshall, oui, je vais vous dire quels sont ses besoins. C'est une femme formidable, une mère, une épouse formidable, mais quand il s'agit d'argent, elle est complètement irresponsable. Et voici 39 nouvelles années. Je lui demande un besoin, il me donne un diagnostic. Et bien sûr, elle dit tout de suite, « Ce n'est pas juste. » J'ai vu qu'ils n'avaient pas de vocabulaire des besoins. J'ai dû leur prêter mes oreilles de girafe. Et avec mes oreilles de girafe, je suis conscient que tout jugement, comme « elle est irresponsable », est l'expression d'un besoin insatisfait. Avec des oreilles de girafe, elle aurait pu résoudre le conflit dès la première année. Au lieu de ça, elle a pris les choses comme des attaques personnelles. Laissez-moi vous aider. Quand vous dites « elle est irresponsable », est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir protéger la famille financièrement? Oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas ce qu'il a dit pendant 39 ans. Voilà, maintenant nous avons les besoins, les sentiments. Il avait peur, il voulait assurer la sécurité financière de sa famille. J'ai demandé à son épouse de me répéter ce qu'il avait dit. Mais juste parce que je nous ai mis à découvert une fois, tout début de notre mariage, maintenant il... Remarquez le premier mot utilisé. Mais. Voyez, elle ne connaît pas la règle importante, girafe. Jamais de mais au nez d'un chacal en colère. Je lui redemande, quels sont ses sentiments et besoins? Quels sont ses sentiments et besoins? Voulez-vous que je les répète? Il me dit qu'il a peur. Essayez d'entendre ses besoins. Vous voyez, après 39 ans, c'est très difficile de voir au travers l'image d'ennemi. Une fois que nous avons l'image d'une personne avec ses défauts en tête, même lorsqu'ils expriment leurs besoins, nous n'entendons pas. Il est très difficile d'aller au-delà de l'image d'ennemi. Ça fait 39 ans qu'elle le voit comme quelqu'un de radin et avec une mentalité dépressive autour de l'argent. Elle ne voit plus l'être humain derrière l'image. Laissez-moi répéter de nouveau. Il a peur et il a besoin de protéger sa famille financièrement. Pouvez-vous répéter? Oui, il pense que je suis irresponsable. Après 3 autres répétitions, elle a pu entendre les sentiments et besoins de son mari au-delà de ses jugements. Est-ce que vous avez pratiqué l'empathie avec elle ou vous avez juste répété les sentiments et besoins jusqu'à ce qu'elle le comprenne? Après avoir répété 2 fois, j'ai vu qu'elle souffrait trop pour entendre les besoins de son mari. J'ai dû lui administrer les premiers soins, l'écoute empathique d'abord, avant de pouvoir lui tirer l'oreille pour qu'elle l'entende. Après avoir essayé de tirer l'oreille d'un chacal 2 fois, c'est difficile de continuer parce qu'il essaie de mordre.
Je dis plutôt, c'est dur d'entendre une critique. Vous avez besoin de confiance. Maintenant, j'aimerais répéter ce qu'il a dit pour que vous entendiez ses besoins. Vous voyez, je dois d'abord faire un peu de nettoyage. Après toutes ces années à entendre qu'elle était irresponsable, il était devenu très difficile d'entendre les besoins exprimés derrière ça. Alors j'ai finalement réussi à lui faire entendre les besoins de son mari. Nous sommes à la moitié du processus. Ça m'a pris presque 1 heure pour en arriver là. Maintenant, je lui demande, quels sont vos besoins qui ne sont pas satisfaits? Si je nous ai mis à découvert une fois, ça ne veut pas dire que je vais le refaire. Oui, et on fera banqueroute. J'entends que vous êtes très en colère. Vous avez besoin de confiance pour apprendre à gérer l'argent. Monsieur, pouvez-vous me dire ce que vous avez entendu? Oui, on sera à sec. Pouvez-vous me dire quels sont ses sentiments et besoins? Vous voulez que je répète? Après 3 autres répétitions, il entend ses besoins. Et à partir de ce moment-là, ça n'a pas pris 20 minutes pour résoudre le conflit. Chaque fois que je rencontre une situation où le conflit est très ancré, je ne parle pas de solution avant qu'il y ait une vraie rencontre au niveau du cœur entre les 2 parties. J'ai travaillé dans le nord du Nigeria avec 2 tribus, une musulmane et une catholique. 1/4 de leur population tuée en 1 an. Mes collègues ont travaillé pendant 6 mois pour les réunir autour d'une table et pendant ce laps de temps, 60 personnes ont été tuées. Et maintenant, ce n'est pas un mari et une femme que j'ai devant moi, c'est 2 chefs de tribu. J'ai commencé de la même façon qu'avec le mari et sa femme, en demandant quels étaient les besoins qui n'étaient pas satisfaits dans cette situation. Je suis presque sûr que je ne vais pas recevoir une réponse à ma question. S'ils avaient communiqué au niveau des besoins, il n'y aurait pas des centaines de personnes mortes. Donc je n'ai pas été très surpris quand j'ai reçu une réponse du genre « Vous êtes des meurtriers! Oui, vous essayez de nous dominer depuis des années !» Donc je demande des besoins et je reçois des diagnostics. Comme pour le mari et sa femme, je mets mes oreilles de girafe et je traduis chaque affirmation en un besoin. Je fais en sorte que l'autre partie l'entende. Ce n'était pas facile. J'ai dû donner beaucoup d'empathie, comme cette personne qui a crié « meurtrier ». Êtes-vous terrifié à l'idée d'utiliser la violence pour résoudre des conflits? Êtes-vous intéressé dans une autre solution? Pouvez-vous répéter? Et pourquoi avez-vous tué mon fils? Ce n'était pas facile. Ça m'a pris presque 1 heure pour faire exprimer un besoin et qu'il soit entendu. Et de l'autre côté, pareil. Un des chefs qui ne s'était pas exprimé m'a dit « Si nous apprenons à communiquer comme ça, nous n'avons plus besoin de nous entretuer. » En 1 heure, ils se sont rendus compte que s'ils restaient connectés au cœur, personne ne devait mourir. Il y a suffisamment de ressources pour que les besoins de chacun soient satisfaits, mais nous l'oublions quand nous allons dans notre tête et cherchons à déterminer qui a tort. Est-ce que cette compréhension des besoins n'aboutit pas à un déséquilibre entre les parties où l'un abandonne une partie de ses besoins? Non, pas de compromis en girafe. Personne n'a besoin d'abandonner quoi que ce soit. Tous les besoins peuvent être satisfaits. Parce que je dois être d'accord avec ce que l'autre personne dit, surtout quand il s'agit de faire quelque chose pour l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle a du pouvoir sur moi. Alors que si je fais quelque chose de mon propre élan, si vous faites quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre et que vous abandonnez une partie de vous-même, les 2 payent au final. Ça va créer des problèmes. Est-ce qu'il existe un vocabulaire des besoins ou une liste? Oui, il y a une liste dans mon livre. Et si vous voulez faire votre propre liste, je vous suggère de faire l'exercice suivant.
D'abord, identifiez l'expression chacal que vous utilisez le plus, ainsi que celle dont vous avez le plus peur. Faites une liste de la façon dont vous vous parlez quand vous êtes moins que parfait. Et pour ceux d'entre vous qui sont parfaits, vous pouvez sauter cette partie. Et pour ceux qui ne sont pas parfaits, écrivez la façon dont vous vous parlez quand vous êtes un peu moins que parfait. Ceci est la liste chacal numéro 1 sur soi-même. Ensuite, la deuxième liste est la suivante. Quelles sont les expressions chacal que vous utilisez quand vous êtes en colère contre quelqu'un ou que vous les jugez? Qu'est-ce que vous dites en vous-même ou à voix haute à ces personnes? Ceci est la liste chacal numéro 2 vers les autres. Ensuite, la liste numéro 3. Faites la liste des choses que les autres vous disent qui vous font réagir de manière défensive ou agressive. Inscrivez aussi ce que les autres pourraient penser de vous qui vous fait peur et qui vous font devenir une gentille personne morte afin d'éviter ces jugements. Donc sur cette liste, il s'agit non seulement de ce que les gens disent qui vous font réagir, mais aussi de ce qu'ils pourraient penser de vous. À partir de la liste numéro 1, où vous avez identifié les jugements lorsque vous êtes un peu moins que parfait, essayez d'identifier maintenant le stimulus, le contexte dans lequel chaque jugement a été exprimé. Disons par exemple que la première chose sur votre liste est « Quelle chose stupide ai-je fait ?» Écrivez ce que vous avez fait pour provoquer ce jugement. Puis, mettez vos oreilles de girafe et essayez d'identifier le besoin derrière « stupide ». Chaque jugement est l'expression d'un besoin insatisfait. Demandez-vous dans cette situation précise quel est le besoin que vous essayez de satisfaire. Et vous pouvez utiliser la liste dans mon livre. Si vous ne pouvez pas le trouver vous-même, regardez ma liste et votre corps va vous le dire. Vous allez le sentir. Ah oui, oui, c'est ça. Vous voyez, les besoins sont bien plus proches de la vérité que n'importe quel jugement que vous pouvez faire sur vous-même. Faites ça pour tous les éléments de la liste. Ensuite, ce que vous dites quand vous êtes en colère contre quelqu'un d'autre. Essayez d'identifier de manière concrète ce que l'autre personne a fait pour stimuler ce jugement. Et posez-vous la question, quand je juge cette personne pour ce qu'elle a fait, quel est le besoin que je veux satisfaire? Essayez d'abord de l'identifier sans ma liste, et puis si vous ne trouvez pas, utilisez ma liste pour vous rapprocher. Ensuite, la troisième liste. Les choses que les autres disent qui vous rendent défensif et agressif. Mettez vos oreilles de girafe, essayez d'identifier ce que vous avez fait pour provoquer ce jugement, ainsi que le besoin exprimé par l'autre personne. Voyez, il s'agit d'apprendre une langue. À chaque jugement, il faut redevenir vivant le plus vite possible. Restez connecté aux besoins. Les besoins sont la vie qui s'exprime. Je ne sais jamais quoi faire quand je sais que je ne vais pas être à la hauteur des attentes de l'autre personne. Premièrement, n'entendez pas les attentes. Les attentes sont des pensées, des jugements. N'entendez pas les attentes, entendez les besoins que cette personne exprime. Ne vivez pas selon les attentes de l'autre personne, mais essayez de satisfaire ses besoins, c'est bien plus amusant. Pensez-vous que tout être humain peut satisfaire les besoins d'un autre? Tous nos besoins peuvent être satisfaits. Vous n'avez pas à satisfaire ces besoins. Il y a plusieurs milliards d'autres personnes pour le faire. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir de ne pas le faire aussi. La personne peut entendre un non si elle a de l'empathie pour ses sentiments et besoins d'abord.
Au moins, cette personne va sentir que ses besoins ont de l'importance. Et de nouveau, vous devez savoir dire non en girafe. Oui, j'aimerais bien l'apprendre. Laissez-moi vous aider. Tout d'abord, ne jamais utiliser le mot suivant. Non. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas possible. Maintenant, vous savez comment ne pas dire non. Voici maintenant comment vous pouvez le dire en girafe. Vous devez d'abord prendre conscience qu'un non est l'expression d'un besoin insatisfait. Dites le besoin qui vous empêche de dire oui plutôt que non. Et si vous aviez des oreilles de girafe, vous ne m'auriez pas entendu dire non. Vous vous seriez demandé quels étaient mes besoins. Vous m'auriez dit, Marshall, est-ce que vous avez besoin de finir ce que vous avez commencé? Vous auriez essayé d'entendre le besoin derrière le non. Ce que je dis, c'est que tous les non sont l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Dites le besoin qui vous empêche de dire oui. Ne dites pas non. La façon dont je l'ai écrit, j'ai l'impression que je réagis aux attentes de la personne. La situation est au travail. Est-ce que vous êtes anxieux d'être tenu responsable pour la qualité et la quantité de travail que je fournis? Ceci s'adresse au chef du personnel. Est-ce que vous avez peur et vous avez besoin de vous protéger? Ceci peut être le besoin que vous essayez de deviner. Est-ce que vous avez peur parce que vous avez besoin de vous protéger? Maintenant que je vous entends, j'ai peur de faire une interprétation comme s'il avait peur de quelque chose. On essaie de deviner ce qui est vivant dans l'autre personne. On ne dit pas « vous vous sentez », on dit « est-ce que vous vous sentez ?» On peut se tromper. On essaye de rendre clair ce qui se passe dans l'autre personne. Et ceci sans que je m'implique dans ses sentiments et besoins. Oui, tout à fait. Essayez d'entendre les sentiments et les besoins sans vous. Nous savons ce qui se passe dans cette situation. Il s'agit de quelque chose que vous avez fait ou pas fait. C'est plutôt clair. Maintenant, ce que nous voulons, c'est identifier les sentiments et les besoins. Est-ce que vous avez peur et vous voulez vous protéger dans cette situation? S'il s'agit d'un contexte ou de personnes qui n'ont pas l'habitude d'exposer les sentiments, cette personne va peut-être s'énerver quand on va parler de ses sentiments. Dans ce cas, vous pouvez écouter les sentiments et les besoins et être silencieux. Si vous êtes une girafe, vous n'entendez que les sentiments et les besoins. Nous pouvons nous adapter à la situation et choisir de rester silencieux. Mais nous n'autorisons rien d'autre dans notre conscience que les sentiments et les besoins de cette personne. Vous avez dit qu'il n'y a pas de compromis en girafe. J'aurais aimé savoir, pour l'exemple du mari et sa femme, quelle a été la solution trouvée. Et de quelle manière c'était une solution gagnant-gagnant. Tout d'abord, grâce à l'empathie, les deux parties ressentent que leurs sentiments et besoins ont de l'importance. Vous n'avez plus cette compétition. Voici comment ça s'est passé. Il a entendu qu'elle souffrait de ne pas recevoir de confiance, d'être vue comme une irresponsable incapable de gérer l'argent. Elle a entendu qu'il avait peur qu'elle refasse comme au début de leur mariage, qu'il avait besoin de protéger la famille financièrement. Vous voyez, je pense que la plupart des enfants de 6 ans pourraient résoudre des conflits où des milliers de personnes sont tuées si vous leur présentiez une liste avec les besoins de chaque côté et les ressources. Je suis sûr qu'un enfant de 6 ans pourrait résoudre le problème. On n'a pas besoin d'être un génie. Elle a dit, j'aimerais avoir une période d'essai pour apprendre à gérer l'argent. Lui, il a dit, mais j'ai un peu peur parce qu'on pourrait dépenser beaucoup d'argent dans ce processus.
Ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils l'aideraient pendant cette période, jusqu'à ce qu'ils se sentent à l'aise et la laissent faire toute seule. Ça a pris 5 minutes, mais ils n'ont pas été capables de le faire en 39 ans à cause des images d'ennemis et de la douleur. Comment faites-vous dans une situation où le besoin est similaire de chaque côté et où l'émotion devient de plus en plus importante, qu'une apparente compétition se met en place au fur et à mesure que vous exprimez les besoins et que finalement le besoin n'est pas entendu par l'un ou l'autre? Vous avez alors besoin d'une troisième personne pour donner de l'empathie aux deux premières, afin qu'elles puissent s'entendre. Si les deux personnes souffrent trop pour se donner de l'auto-empathie, afin de pouvoir écouter l'autre personne, vous avez besoin d'une troisième, qui leur donnera suffisamment d'empathie pour qu'elles puissent entendre les besoins. Est-ce que cette troisième personne doit être avec les deux autres ou est-ce qu'elle doit discuter séparément avec l'un et l'autre? Il existe certains avantages à le faire à trois, mais ça peut être de donner de l'empathie séparément, de faire entendre les besoins de l'autre à chacun des parties et puis de les réunir. Thank you. Je voudrais savoir comment on exprime le fait d'être désolé en girafe. Pensez à quelque chose que vous avez fait, que vous regrettez d'avoir fait. Notez la façon dont vous vous êtes parlé quand vous avez fait ou dit cela. Qu'est-ce que vous avez fait que vous avez regretté et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous avez un exemple en tête? Que je me suis sentie défensive et que j'ai critiqué quelqu'un. Ce que vous avez fait, c'est vous avez dit quelque chose à quelqu'un que vous regrettez d'avoir dit, c'est ça? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à vous-même à ce moment-là? D'habitude, je me sens défensive et... Non, j'ai besoin de savoir concrètement ce que vous vous êtes dit dans cette situation. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous faites quelque chose que vous regrettez d'avoir fait? C'est très important pour répondre à votre question. Voyez, nous avons un éducateur intérieur. Nous devons identifier ce qu'il vous dit. Nous avons tous un éducateur intérieur qui est là pour nous éduquer quand nous faisons quelque chose qui n'est pas parfait. Mais la plupart d'entre nous faisons l'erreur d'envoyer notre éducateur intérieur à l'Académie des Chacals pour un apprentissage d'éducateur. C'est très important de prendre conscience de la manière dont votre éducateur intérieur vous parle. C'est pour ça que je vous demande comment vous vous êtes parlé lors de cette situation. Comment votre éducateur intérieur a-t-il essayé de vous éduquer à ce moment-là? Dans le moment ou plus tard? Les deux. Quand je commence à regretter, ça se passe plus tard. À tout moment, qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à ce que vous avez fait? Je suis quelqu'un de mauvais. Ah, ça suffit. Vous voyez, votre éducateur intérieur essaye de vous éduquer à travers la pénitence. Vous devez vous détester pour ce que vous avez fait. Il utilise un langage qui sous-entend qu'une mauvaise personne est quelque chose qui existe. Si vous vous excusez depuis cette énergie, c'est chacal. Toute excuse qui implique que vous avez fait quelque chose de mauvais va être néfaste
pour vous et l'autre personne. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais ça a l'air mal. Et je veux que vous vous sentiez mal dans cette situation, mais mal en douceur. Un mal en douceur qui va vous permettre d'apprendre de cette situation sans vous détester. Quand vous pensez que vous êtes une mauvaise personne, c'est un mal punitif qui rend l'apprentissage difficile. Et même si vous apprenez de cette manière, vous vous détestez et ça n'est pas sans conséquence. Donc, votre éducateur intérieur vous dit « vous êtes une mauvaise personne ». Et nous avons appris aujourd'hui que les jugements étaient l'expression d'un besoin. Votre éducateur vous veut du bien, réellement. Il veut que vous appreniez de cette situation, et d'une façon qui va dans le sens de la vie. Il vous veut du bien, mais le langage utilisé doit être changé. Donc ne faites pas attention au jugement de l'éducateur intérieur. Essayez de trouver le besoin sur lequel il veut vous mettre l'attention. Donc, quel est le besoin que votre éducateur intérieur essaye de satisfaire? Un besoin d'avoir une meilleure relation avec la personne? Et quel genre de relation? Une compréhension et un respect mutuel. Donc votre besoin de compréhension et de respect n'a pas été satisfait dans cette situation. Que ressentez-vous quand ce besoin n'est pas satisfait? Coupable? Ça veut dire que vous avez toujours la mauvaise personne en tête. Ce ressenti provient du jugement. Je me sens isolé, séparé. Et que ressentez-vous quand votre besoin de compréhension et de respect n'est pas satisfait? Quelle émotion? Vous voyez, le sentiment de culpabilité provient du jugement que vous êtes une mauvaise personne. Mais quel est le sentiment que vous ressentez lorsque votre besoin de répondre à cette personne avec respect n'est pas satisfait? Je me sens triste. Oui, voilà, c'est ça. Je suis désolé en girafe s'exprime ainsi. Je me sens triste parce que mon besoin de respect et de compréhension n'était pas satisfait quand je t'ai parlé de la façon dont je t'ai parlé. Vous voyez, il n'y a pas d'image de mauvaise personne. Je me sens triste parce que mon besoin de respect et de compréhension envers toi n'était pas satisfait. Demandez à l'autre personne ce qu'elle préfère entendre. La façon dont nous nous exprimons maintenant, ou des excuses par rapport au fait que vous êtes une mauvaise personne. J'ai un petit problème pour accrocher complètement à ce modèle. J'ai l'impression que même si nous parlons de sentiments et d'émotions, tout ceci se passe à un niveau mental. Et je suis une personne qui fonctionne beaucoup avec l'intuition et les émotions que je ressens. J'ai besoin d'aide. Comment est-ce que je peux utiliser cette technique dans ma vie de tous les jours? Pour que ce soit naturel, parce que ce n'est pas naturel pour moi de parler comme ça. La première chose que je vous recommande, c'est de changer le mot « naturel » pour le mot « habituel ». Ce processus est naturel, plus naturel que celui dans lequel nous avons été habitués à parler. Il est très dangereux de mélanger naturel et habituel. Gandhi a dit « Nous avons été plutôt habitués à communiquer d'une façon qui n'est pas très naturelle ». Je ne connais rien de plus naturel que de regarder ce qui est vivant en nous. Qu'est-ce que nous ressentons et quels sont nos besoins? Si je ressens le besoin de dire non, ça me semble OK pour moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par OK? Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'est-ce que je veux dire? On peut se renvoyer la balle? Laissez-moi être plus spécifique.
Quand vous dites non, je prédis que plus souvent que vous ne le voulez, l'autre personne va réagir d'une façon qui n'est pas dans votre meilleur intérêt. Mais si vous dites le besoin qui est derrière le non, il y a moins de chances que ça se passe comme ça. Si je comprends bien, l'idée est de communiquer pour que l'autre personne me réponde dans un sens qui va dans mon intérêt. Je dis que le but de ce processus est de satisfaire les besoins de chacun, qu'il donne de bon cœur, en dehors de toute motivation forcée. Et quand vous dites non, c'est un frein à la satisfaction des besoins de l'autre. Si vous dites le besoin qui vous empêche de dire oui, je prédis qu'il y a plus de chances que les besoins de tous soient satisfaits. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, je dois exprimer mes besoins sans dire un non. Je suis en train de dire que le besoin est une expression du non qui est bien plus claire que le simple non. Vous êtes plus clair et connecté à la vie quand vous exprimez le besoin qui vous empêche de dire oui. Il y a moins de chances que votre non soit interprété comme un rejet, que l'autre personne devienne défensive. Quand vous dites non tout seul, il y a plus de chances que l'interprétation n'aille pas dans votre meilleur intérêt. Et quand je n'entends pas un non ferme, je le ressens comme quelque chose de passif et tout de même agressif. Par exemple, si je prends rendez-vous avec quelqu'un et au lieu de me dire non, la personne ne vient pas, et elle me donne des raisons pour lesquelles elle n'est pas venue, je ne suggère pas ce genre de réponse. Je dis que la personne aurait dû exprimer ses besoins au moment de votre demande. Si elle avait exprimé ses besoins, vous ne seriez pas dans cette situation. Elle a dit un oui qui n'en était pas un. Il y a des gens qui ne vont pas dire qu'ils ont peur de dire non. Ça dépend de leur histoire, de la manière avec laquelle leur non est accueilli. Si au cours de leur histoire, ils n'ont pas reçu beaucoup de réponses empathiques à leur non, ils ont plutôt peur d'être honnêtes. Je vois la valeur dans ce qu'on est en train de faire, vraiment. Je vois que c'est un travail autour des émotions dont je n'ai pas beaucoup l'habitude. Si je vous entends bien, ce que vous essayez, c'est de comprendre comment intégrer ça dans votre vie de tous les jours. Dans notre formation, nous cherchons à donner aux gens des notions élémentaires, du vocabulaire, des compétences qu'ils peuvent intégrer dans leur langage de tous les jours. J'avais un étudiant qui voyageait avec moi et qui voulait me remercier. Il a vraiment aimé quelque chose que j'ai fait. Je travaillais très dur avec un groupe. Pendant la pause, il a dit « dictateur ». C'était Girafe à ce moment-là, parce qu'il savait que je savais à quoi il réagissait. Il savait que je n'entendrais pas un jugement. Il savait que je trouverais là-dedans ses besoins et ses sentiments. Après avoir clairement compris comment identifier les sentiments, les besoins et les demandes, nous pouvons replacer cela dans un langage plus usuel qui nous connecte avec les autres. À ce stade de la première journée, je veux être sûr que vous compreniez ce qu'est un sentiment et un besoin. Parce qu'il va être dur, si vous ne le comprenez pas, de l'intégrer dans vos expressions. Je dois guérir du chacal new-yorkais. J'ai l'impression que les excuses ne sont pas la meilleure chose à faire en girafe. Pourriez-vous faire la démonstration d'excuses dites courageusement? Si vous vous rappelez plus tôt, j'ai donné l'exemple d'une personne qui disait « Je me sens triste, j'aurais aimé te répondre avec plus de compréhension que ce que je n'ai fait. »
Donc vous n'utilisez pas le mot désolé, mais vous utilisez le mot triste. Non, ce n'est pas le mot désolé, c'est plutôt le changement de pensée d'avoir fait quelque chose de mauvais. Cette pensée est le problème. Le « je suis désolé » provient de cette pensée. Ce n'est pas seulement que je ne dis pas « je suis désolé », je dis « je suis triste » si je me sens triste. Les gens peuvent lancer des « je suis désolé » mais ne ressentent rien. Ils disent ça pour acheter un pardon. Donc, si je me sens triste, je dis « je suis triste ». J'aurais aimé prendre tes besoins plus en considération, par exemple. Mais je ne dis pas « je suis désolé, j'ai manqué de considération ». Je ne me culpabilise pas, je n'ai rien fait de mauvais. Faire quelque chose de mauvais, de faux, ça n'existe pas. Ce que j'ai fait n'était pas en harmonie avec mes besoins. Je suis triste, j'aurais aimé être en lien avec tes besoins. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous donne un exemple? J'ai une situation avec ma partenaire où nous nous disputons beaucoup. J'ai besoin qu'elle soit heureuse, mais vous avez dit que c'était inapproprié. Je n'ai pas dit que c'était inapproprié, j'ai dit que ce n'était pas faisable. Oui, c'est ce qu'elle me dit toujours. Si tu me dis d'être heureux, dis-moi les actions que je dois faire pour y arriver. Donne-moi des choses faisables, des actions qui, selon ta prédiction, me rendront heureux. Ça sera très utile. Ne me dis pas seulement « sois heureux ». Ne me dis pas « aie confiance en toi ». Dis-moi les actions qui vont me permettre de prendre confiance en moi. Mais me dire ce que je dois ressentir me met dans un paradoxe. Et je ne veux pas forcément aller avec elle quelque part lorsqu'elle est de mauvaise humeur, ou lorsqu'il y a de la tension dans l'air. Donne-moi de l'empathie avec le fait d'être de mauvaise humeur, et je serai de bonne humeur. Mais me dire « sois de meilleure humeur » va me rendre de mauvaise humeur. Okay. I'm wondering if there's sometimes when it's over here, it's Je suis anxieuse à l'idée d'aller voir ma mère. Nous avons une dynamique où elle essaye de planifier tous les détails lorsque je suis chez elle, et j'aimerais qu'elle me laisse tranquille. Et j'ai peur que si je lui parle de cette façon, ça va être pire. Et si ça empire, je vais vous montrer comment prendre du plaisir à ceci. La première chose à faire lorsque vous voulez que quelqu'un considère une autre façon d'agir, commencez la communication en leur disant que ce qu'ils font est la chose la plus précieuse qu'ils puissent faire. De cette façon, avec l'empathie. Commencez par donner de l'empathie à votre mère qui agit de cette façon. J'imagine que quand tu interviens en me montrant toutes les choses qui peuvent être faites, tu as vraiment à cœur de m'apporter tout ton soutien pour que je puisse apprécier mon séjour ici. Ah oui, oui, c'est ça, et puis blablabla. Bla. C'est vraiment très important pour toi que tu contribues à ce que j'ai du bon temps ici. Ceci est la première étape. Vous commencez par montrer que vous comprenez ce qu'elle fait. Et plus ce comportement nous stimule, plus il est important de commencer par cette première étape. Voilà pourquoi quand je travaille en prison avec des personnes qui ont agressé sexuellement d'autres, si je veux que cette personne trouve une autre façon de se comporter, la première chose dont je dois m'assurer, c'est qu'ils ne se détestent pas pour ce qu'ils ont fait. Sinon, ils continueront à le faire. Je commence par donner de l'empathie sur les besoins qu'ils essaient de satisfaire. Donc, vous avez compris cette première étape. L'étape suivante, j'exprime mes sentiments honnêtement. Je me sens partagé.
D'un côté, je ressens de la gratitude pour tout ce que tu fais, maman, mais j'ai un besoin de prendre mes propres décisions. Et je pense que c'est dur pour quelqu'un d'autre de savoir ce dont j'ai besoin. Et j'ai besoin d'espace pour le faire. Et à ce moment-là, je peux voir si j'ai été clair. Et maintenant, je sais que maman ne m'a pas entendu. Je sais qu'elle n'a pas entendu mes besoins. Elle a probablement entendu un rejet. Elle pense peut-être qu'elle n'est pas valorisée. Et il est important pour moi de ne pas penser que je suis la cause de sa réaction. Si j'exprime mes sentiments et mes besoins comme je l'ai fait, il est impossible pour quelqu'un de réagir de cette manière-là si elle les a entendus. Elle aurait les yeux d'un enfant qui reçoit un cadeau du Père Noël si elle les avait entendus. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Maman, est-ce que tu peux me dire ce que tu as entendu? Tu ne veux pas de moi. Tu l'as entendu comme un rejet de ma part. Bien sûr, comment je pourrais l'entendre autrement? Merci de me dire que tu as entendu un rejet. Remarquez que je ne lui ai pas dit « ça n'est pas ce que j'ai dit ». Si vous voulez que quelqu'un vous comprenne différemment, ne lui dites jamais « tu ne m'as pas compris » ou « tu m'as mal compris » ou « ça n'est pas ce que j'ai dit », mais plutôt « merci de m'avoir dit ce que tu as entendu. Je vois que je n'ai pas été clair. J'aimerais essayer de nouveau. La façon dont tu m'aides a beaucoup de valeur à mes yeux. Je voudrais clarifier mes besoins et planifier mon temps pour faire ça. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as entendu? Donc tu penses que je ne suis pas assez intelligente pour t'aider. Merci de nouveau de me dire ce que tu as entendu, mais j'aimerais vraiment que tu l'entendes différemment. J'aimerais que tu entendes seulement mes besoins. J'ai besoin de temps pour décider pour moi-même. Peux-tu me dire ce que tu as entendu? Tu as besoin de clarifier ce que tu veux et de comprendre certaines choses. Vous voyez comme c'est facile d'obtenir de l'empathie de la part d'un chacal? J'ai seulement eu besoin de lui tirer 3 fois l'oreille. Et bien sûr, il y a des chacals qui ont besoin d'avoir l'oreille tirée 8 fois au moins. Et à voir votre douceur, je pense que votre mère n'a besoin que de 3 fois. Vous avez parlé ce matin de prendre du plaisir à la souffrance. Ah oui, c'est vrai, c'est très important. Merci de me l'avoir rappelé. Imaginez un ami qui vous dit ceci. Je suis un moins que rien. Je ne suis arrivé à rien. Je suis juste un assistant. J'ai 45 ans. Mon frère est patron de son entreprise. Ma sœur est procureure générale. Et moi, je suis un moins que rien. Et maintenant, pour prendre du plaisir à la souffrance de cette personne, nous devons nous délester de 2 types de responsabilités. La première, que nous ne sommes pas la cause de sa souffrance, et nous devons nous décharger de cette responsabilité, surtout quand l'autre personne pense que nous sommes la cause de sa souffrance. Quand elle dit « et tout ça, c'est à cause de toi », nous ne devons pas penser que nous sommes la cause de sa souffrance. Il est impossible de causer une souffrance à quelqu'un, une souffrance psychologique. Dans l'exemple que j'ai proposé, la personne ne disait pas ça, donc il est facile de se libérer de la première responsabilité. Le deuxième type de responsabilité est le plus dur. De penser que nous devons trouver une solution, de penser que la personne doit aller mieux. Plus nous pensons que nous devons améliorer l'état de cette personne, pire ce sera. Vous ne pouvez pas réparer les gens. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé. Il existe une énergie réparatrice toujours disponible, si nous ne la bloquons pas. Et nous la bloquons lorsque nous essayons de trouver une solution pour l'autre personne. Alors comment laissons-nous cette énergie faire le travail? Avec de l'empathie. L'empathie requiert de la présence, juste le fait d'être présent. Quand nous nous rappelons le conseil du Bouddha, ne faites pas quelque chose,
restez présent. Cette énergie intervient à travers nous. Une connexion très précieuse entre cette personne et nous se crée alors. Lorsque je parle de prendre du plaisir à la souffrance de l'autre, je parle de cette précieuse connexion. Que la personne expérimente de la joie ou de la souffrance, nous sommes présents avec elle. Et nous bloquons cette belle énergie chaque fois que nous pensons améliorer les choses. Allez, ça va aller, tu vas voir, ça va aller mieux. Nous faisons empirer les choses. Dès que nous donnons des conseils, c'est pire. Et dans notre exemple, ça pourrait ressembler à ça. Ah, tu te sens vraiment découragé. Tu aurais aimé accomplir plus de choses dans ta vie. Et oui, j'ai eu toutes les opportunités, j'en ai saisi aucune. Et tu te sens découragé et frustré parce que tu aurais voulu utiliser des choses différemment. Je suis juste présent, je n'essaye pas d'arranger les choses. Et quand on fait ça, une connexion précieuse s'installe. Et je parle de cela quand je dis prendre du plaisir à la souffrance. Cette connexion soigne, pas les conseils ou autre chose. Pouvez-vous clarifier la différence entre donner de l'empathie et entretenir et encourager le mélodrame? Quand quelqu'un souffre, être présent peut impliquer un encouragement subtil du drame. L'encouragement subtil dont vous parlez, je pense, se produit lorsqu'une personne parle pour la 15e fois de la même chose. Si je les écoute vraiment, je n'entends pas ce qu'ils disent au sujet du passé. Parce que je sais que plus ils parlent du passé, moins ils peuvent guérir. Alors je les interromps. Je les interromps pour ramener la conversation à la vie. Lorsqu'une personne parle du passé, je l'interromps et je lui dis « Pardon, mais lorsque vous parlez de ce qui s'est passé, il semble que vous souffrez encore maintenant, parce que votre besoin de respect n'était pas satisfait. » Lorsqu'on les laisse parler du passé, ou qu'on leur pose des questions concernant le passé, là on entretient le mélodrame. J'interromps parce qu'on ne guérit pas en parlant du passé. On guérit en parlant de ce qui est vivant en nous maintenant et qui est stimulé par le souvenir. Lorsque je me connecte à ce qui est présent ici, ils arrêtent de parler du passé. Dernière question avant le sujet que je veux aborder avant la fin. Oui ? Vous avez dit que quelqu'un ne peut pas être la cause d'une souffrance émotionnelle. Et je repense aux abus que j'ai subis dans ma famille quand j'étais un enfant. Je repense à la souffrance que j'ai expérimentée tout au long de ma vie et à travers ma guérison. Les autres personnes étaient les stimuli de votre souffrance et vous participiez à votre souffrance par la manière dont vous avez pris les choses. Si vous me suivez dans mon travail, vous verrez ça clairement. Dans des endroits comme le Burundi, le Rwanda ou la Sierra Leone, j'ai travaillé avec des personnes qui ont eu leur famille tuée. Certains d'entre eux ont une rage incroyable. Ils ne vivent que pour la vengeance. Et d'autres n'ont aucune colère, aucune rage. Il s'agit pourtant du même stimulus. Ils ont des sentiments très profonds, mais pas de rage. La manière dont nous réagissons émotionnellement dépend de nous. J'ai travaillé avec des femmes, malheureusement beaucoup, qui ont été violées. Certaines d'entre elles ressentent une honte très forte, d'autres de la rage. Et là aussi avec un stimulus identique. Tout dépend de la manière dont les gens le prennent, avec rage, avec honte, ou autre chose. J'ai travaillé avec une femme du Rwanda qui a entendu ses 3 enfants se faire tuer. Elle s'est cachée sous l'évier à temps. Ses enfants n'ont pas eu le temps.
Elle a aussi entendu son mari se faire tuer, ainsi que son frère. Elle a dû rester cachée 11 jours sous l'évier, parce qu'ils sont restés dans la maison après avoir tué tout le monde. Cette femme a des sentiments très forts, mais pas une fois elle n'a ressenti la colère qui lui donnerait l'envie de se venger. Elle a mis tous ses sentiments, son énergie, pour éviter que ça ne se reproduise chez quelqu'un d'autre. La façon dont elle regarde les choses la pousse à empêcher que ça ne se reproduise. Elle est venue me voir pour gérer la colère de la part de certains membres de sa tribu envers elle. Ils sont furieux parce qu'elle refuse de joindre leurs efforts pour aller tuer les autres. Le même stimulus, mais des réactions bien différentes. Je réagis aux stimuli d'une façon que j'ai appris dans le passé. J'apprends maintenant à gérer ma réaction différemment. Le pire, bien sûr, serait de penser que la manière dont vous avez choisi de réagir dans le passé était mauvaise. Je ne veux pas vous montrer une bonne ou une mauvaise façon de réagir. Je veux dire que peu importe ce qui nous arrive, l'autre personne est responsable pour ce qu'elle a fait. Je ne dis pas que l'autre personne n'a pas de responsabilité. L'autre personne est responsable et redevable pour ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. Nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons. Je me demande juste comment un enfant devient responsable de la manière dont il réagit. Non, je ne dirai pas à un enfant ce que je viens de vous dire, sans lui avoir donné d'abord toute l'empathie dont il a besoin. Et dans ce cas, je devrais donner énormément d'empathie à cet enfant. Je me vois écouter longuement sa souffrance. Et je verrai aussi l'enfant créer de la souffrance par la manière dont il regarde la situation. Je verrai qu'il crée une souffrance supplémentaire. Donc, après avoir donné toute l'empathie dont l'enfant a besoin, je ferai tout mon possible pour qu'il puisse voir la situation d'une façon qui ne crée pas plus de souffrance. Ok, ce que j'aimerais faire maintenant, avec le temps précieux qu'il nous reste, c'est de traiter une partie très importante du langage girafe. Je ne voudrais pas que vous pensiez que la CNV est uniquement intéressée dans la résolution des conflits. Elle sert autant à célébrer. Comment célébrer la vie? En fait, la partie que j'ai laissée pour les 10 dernières minutes, et, avec respect pour le reste, la partie la plus importante, car c'est là où nous trouvons notre carburant pour rester girafe, dans un monde qui est souvent très chacalisé. Ça va être dur de faire ce changement radical qui nous ramène à notre vraie nature, dans certaines situations, à moins d'avoir ce carburant. Alors d'où vient ce carburant? Il vient de la célébration. Et quel type de célébration? Dire merci en girafe. Voyons maintenant dans les minutes qu'il nous reste comment célébrer et dire merci en girafe. Exprimer la gratitude en girafe. Et d'abord, je veux vous rappeler comment un chacal dit merci. T'as fait du bon boulot sur ce papier. Tu es une personne très gentille. Tu es bon danseur. Pouvez-vous voir pourquoi il s'agit de langage chacal? Ce sont des jugements. Dans mon estimation, les jugements positifs sont aussi violents que les jugements négatifs. Non seulement ils renforcent l'idée que l'opposé existe, si je dis « tu es une personne gentille », ça sous-entend qu'une personne qui n'est pas gentille, méchante, existe. Cela sous-entend aussi le fait que je suis le juge qui connaît la différence. Pas de louanges ou de compliments. Surtout si vous les donnez comme une récompense. C'est déshumanisé au maximum. Dire merci pour récompenser. Nous disons ça dans le but de renforcer ce que fait une personne, pour qu'elle continue à faire ce qu'elle fait. C'est comme dans une école de dressage pour chiens. Punition et récompense. Donner un compliment dans le but de renforcer le comportement de quelqu'un, c'est donner un biscuit au chien.
Les humains ne sont pas faits pour ce traitement. Et cela détruit la beauté du merci. Quand les gens doivent se demander si ça provient de cette énergie. Pourtant, ça marche. Des études indiquent que si le manager complimente ses employés quotidiennement, la production augmente. Des études montrent que si les professeurs complimentent les élèves quotidiennement, ils travaillent plus dur. Chacal, regarde de nouveau les études. Tu verras que ça dure pendant un moment, jusqu'à ce que les gens se rendent compte de la manipulation. Et alors, ça ne marche plus. Cela détruit la beauté du merci. Maintenant, vous ne pouvez plus faire confiance à cette gratitude. Vous allez vous demander si c'est utilisé comme une récompense. Et si je veux renforcer l'estime de soi de quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Chacal, tu ne vois pas l'ironie de ça? Quoi? Si une personne ne peut s'aimer que quand on la complimente, elle n'a aucune estime de soi. Elle est devenue dépendante au compliment, à la récompense. Si elle ne se sent bien que dans ce cas-là, elle n'a aucune estime de soi. Comment une girafe dit merci? D'abord, il y a 3 choses qui sont impliquées dans la façon de dire merci en girafe et qui nous donnent de l'énergie pour rester girafe. La première chose dans l'expression du merci en girafe est que nous attirons l'attention de l'autre personne d'une manière concrète sur ce qu'elle a fait pour nous rendre la vie plus merveilleuse. Et nous avons besoin de le faire quotidiennement. Nous devons prendre conscience et porter notre attention sur le pouvoir que nous avons tous de rendre la vie plus merveilleuse. Chacun de nous est un puissant générateur. Nous avons les mots qui ont le pouvoir de rendre la vie des autres plus merveilleuse. Nous pouvons toucher le cœur des gens et rendre la vie plus merveilleuse. Nous pouvons rendre service. Nous sommes tous des générateurs de ce pouvoir. Plus nous nous rappelons de cela, et moins nous sommes entraînés dans des jeux violents. Pourquoi utiliser notre énergie à autre chose que de rendre la vie plus merveilleuse? Quand nous nous rappelons que nous avons ce pouvoir, la première chose qui doit être claire dans notre expression de gratitude est l'action spécifique qu'a fait l'autre personne, pas quelque chose de général ou de vague. Voici par exemple ce que m'a dit une femme après un atelier à Genève. Elle m'a dit « Vous êtes brillant !» Je lui ai dit « Ça ne me parle pas ». Elle me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?» Je lui dis « Vous savez, madame, j'ai été appelé de nombreuses façons dans toute ma vie, des façons positives et d'autres beaucoup moins positives. Et me dire ce que je suis n'a pas beaucoup de valeur. Je pense qu'il n'y a aucune information de valeur lorsqu'on vous dit ce que vous êtes. Et il est aussi dangereux de croire que l'on est intelligent que de croire qu'on est stupide. Ces 2 pensées vous réduisent à une chose. Nous sommes bien plus que cela. Mais je peux voir dans vos yeux que vous voulez exprimer de la gratitude, c'est cela? Oui. Et je veux la recevoir. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Je veux entendre ce que j'ai fait qui vous a rendu la vie plus merveilleuse. Oh, mais vous êtes tellement intelligent. Oh, ça ne me parle pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça y est, j'ai compris. Elle a ouvert son carnet, elle avait noté 2 choses que j'avais dites. Elle y avait dessiné 2 grosses étoiles. Ça m'aide. Ça m'aide à voir que d'une manière ou d'une autre, en disant ces 2 choses, je lui ai rendu la vie plus merveilleuse. Ceci est la première chose que nous devons dire pour exprimer la gratitude. Nous devons dire ce que la personne a fait pour nous rendre la vie plus merveilleuse. Et deuxièmement, au moment où nous donnons de la gratitude, nous devons exprimer nos sentiments par rapport à ce que la personne a fait pour nous. J'ai alors dit à cette femme, quels sont les sentiments que vous ressentez résultant des 2 choses que j'ai dites? Elle a dit, pleine d'espoir et soulagée.
C'est un plus beau cadeau que de me dire ce que je suis, de me dire qu'elle se sent soulagée et pleine d'espoir d'avoir dit ces deux choses. Et quand j'entendrai une troisième chose, je savourerai complètement sa gratitude. Quels besoins ont été satisfaits par le fait que j'ai dit ces deux choses et qui vous ont rendu pleine d'espoir et soulagée? Et ceci est la troisième chose que nous devons dire pour exprimer de la gratitude en girafe. Elle a dit, j'ai un fils de 18 ans avec qui je n'ai jamais réussi à établir une connexion. Et c'est très douloureux. Et j'ai besoin d'indications pour m'aider à établir cette connexion. Et les deux choses que vous avez dites ont satisfait mon besoin d'indications concrètes. Donc, si elle avait exprimé sa gratitude en girafe, elle aurait dit ceci. Marshall, quand vous dites les deux choses que j'ai écrites ici dans mon carnet, je me sens pleine d'espoir et soulagée, car cela nourrit mon besoin de connexion avec mon fils. Ok? Voilà comment nous disons merci en girafe. La façon dont nous recevons de la gratitude est également importante. Laissez-moi vous montrer comment un chacal reçoit de la gratitude. Chacal, quand tu me proposes de me ramener en voiture, je suis plein de gratitude parce que j'ai besoin de passer plus de temps avec ma famille et en bus, ça m'aurait pris 1 heure de plus. C'est rien. Si vous voulez terroriser un chacal, exprimez-lui de l'appréciation et de l'amour. Vraiment, si vous voulez vraiment faire peur à un chacal. Rien ne fait plus peur à une personne qui parle chacal que de la gratitude sincère ou de l'amour. Pourquoi est-ce que tu deviens si nerveux, chacal? Je ne sais pas si je le mérite. Les chacals ont ce concept très dangereux dans la tête, mériter. C'est un concept très violent. Il implique que vous devez mériter l'appréciation. Vous méritez d'être puni si vous vous comportez d'une certaine manière. Le concept de mériter est un ingrédient clé dans la violence. Lorsque vous croyez au concept de mériter, vous croyez une certaine équivalence de valeur entre les choses. Vous allez mettre en place un système économique et judiciaire destructif. Mais ce n'est pas la seule raison. Pourquoi as-tu si peur, chacal? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir être humble? Tu as donc un certain besoin d'humilité. Il y a plusieurs sortes d'humilité, et je crois que la tienne est une humilité de chacal. La tienne fait référence à une phrase de Golda Meir, à un de ses politiciens. « Ne soyez pas si humble, vous n'êtes pas si extraordinaire. » Mais la raison pour laquelle la gratitude est effrayante pour beaucoup d'entre nous est inscrite d'une manière poétique dans un livre intitulé « Un cours en miracles », où il est dit « Ce ne sont pas nos parties sombres qui nous font le plus peur, mais notre lumière. » Nous avons été éduqués dans cette façon chacale de nous détester, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. C'est un grand bond en avant de réaliser que nous avons un pouvoir immense de rendre la vie des autres merveilleuse. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que d'exercer ce pouvoir. Il est assez malheureux que ce bond soit si grand, mais nous pouvons le franchir. Observation, sentiment et besoin. Voilà comment nous exprimons de la gratitude en girafe. Assurez-vous que cela vienne du cœur pour célébrer et jamais de compliments, de louanges ou de récompenses. Merci pour votre attention et votre temps pour cette journée.